Alors comme ça, c'est toi le nouveau? Le stagiaire? Non, je suis le cadreur. C'est pas déjà eu quelque part, vous me dites quelque chose? Si ma tête te revient pas, je peux aussi bien te remettre le cerveau en place à coup de tonnerre dans la tronche. Hein. Non, parce qu'on n'est pas là pour jacter. On n'est pas là non plus pour être amis, on est là pour travailler. Alors tu fais ton taf et je fais le mien. Voilà, que ce soit bien clair. Moi j'ai envie d'aller vite. Pas envie de mettre 6 plombs à faire ce truc. Ok, vous êtes prêts? Le micro est branché, tout est bon? Pardon? Est-ce que j'ai l'air prêt là, sérieusement? Je suis en train de relire mon texte, il n'y a pas de café sur la table, et tu me demandes si je suis prêt quand même. Écoute, c'est simple, t'es nouveau. Donc t'es en période d'essai, tout ça, je t'accorde le bénéfice du doute. On va dire qu'aujourd'hui je suis gentil. Hein? Donc je t'explique, vite fait, très vite fait. Je commence pas cette émission sans être caféiné. Alors là, ton boulot, c'est pas de tourner la manivelle ou je sais pas quoi, c'est d'aller me chercher un kawa et fissa. Et avec un seul sucre. Pardon. Est-ce que vous auriez la monnaie, s'il vous plaît? Maintenant que tout est en ordre, dis-moi plus ou moins, nous allons pouvoir commencer cette première édition de Ciné Cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler, en réponse à l'actualité, de Jurassic World de Colin Trevorrow. Oh putain, yes! J'adore la saga, on s'en branle. Souvenez-vous, en 1993, Jurassic Park sortait sur nos écrans. 20 ans plus tard, Steven Spielberg, son réalisateur, et George Lucas, alors responsable des effets spéciaux sur le premier opus, annoncent la fin d'Hollywood. Selon eux, les blockbusters, de plus en plus présents dans les salles de cinéma, feraient cracher les studios. Hollywood sombrerait, les salles obscures se feraient de plus en plus rares et de plus en plus chères, à raison de 100 plombs la séance, et les films grand public seraient exploités sur des écrans individuels grâce à la VOD. Seulement, à la même époque, Steven Spielberg bosse en tant que producteur sur la suite de ses aventures dinosauresques. Aussi, on est en droit de se poser la question, et comme j'aime bien faire chier, je la pose, Jurassic World ne participerait-il pas à cette fin d'Hollywood? Le film, malgré un démarrage fulgurant parmi les meilleurs de 2015, reçoit un accueil mitigé. En effet, là où certains voient un blockbuster pur et dur, avec sa dose d'explosion, d'effets visuels et de plate mise en scène, d'autres y voient une critique du cinéma hollywoodien. Et cette seconde analyse paraît logique quand on pense au dire des deux compères Spielberg-Lucas. Prenons ce film et voyons ce qu'il nous apprend du blockbuster étape par étape. Et dans le même temps, voyons la critique qu'il en fait. Mais d'abord, remettons en contexte le blockbuster. Spielberg et Lucas crachent certes sur le blockbuster, ils ne renient pas pour autant leurs origines. En effet, dans les années 60, Hollywood est déjà en proie à une tumeur similaire liée à des superproductions. L'âge d'or est déjà derrière. Les films de l'âge d'or, pour faire simple, ce sont des films gros budget censés rapporter beaucoup d'argent, comme Ben-Hur et Cléopâtre. Ce sont des films censés concurrencer la télévision, mais qui n'y arrivent guère plus. À noter que cette concurrence avec la télévision, nous y reviendrons sûrement dans de prochains épisodes, tant cela a été important pour le cinéma, et tant cela se répète encore à cause d'Internet, de la VOD, du téléchargement. Alors, ce sont de tout jeunes réalisateurs sortis d'une école californienne qui vont permettre au studio de sortir la tête de l'eau. Leur nom, Spielberg et Lucas, bien entendu, qui sont au centre de notre sujet, mais aussi Coppola, Scorsese et bien d'autres.
On admet communément que le premier blockbuster de l'histoire est Les Dents de la Mer. Mais cela est à remettre en cause, comme nous l'avons vu, et personnellement je n'y crois pas. Selon moi, il y a deux périodes au blockbuster. La première, l'âge d'or, où les studios commandent des films grandioses, avec des nouvelles technologies spectaculaires, telles que le cinémascope ou le Technicolor. Et la seconde, la période du nouvel Hollywood, où les réalisateurs revendiquent le director's cut, le montage final, qui entre nous a tendance à revenir ces dernières années au studio, tout comme il l'était du temps de l'âge d'or. Ces deux périodes ont en commun qu'elles renouvellent Hollywood par rapport à la période qui les a précédées dans le but de sauver les studios, que ce soit face à une concurrence féroce d'un côté ou face à un public lassé de l'autre. Elles démocratisent aussi des nouvelles technologies spectaculaires, cinémascope et Technicolor comme je l'ai déjà dit, mais aussi le Dolby Stereo 5.1 avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ou plus récemment le relief. Si on a retenu en partie l'âge d'or pour ses décors grandioses, on retiendra à mon avis le nouvel Hollywood pour ses effets numériques. Smaug, César, Hulk, Yoda, Aslan, Richard Parker et même Tintin, tant de personnages faits de chiffres et de formes nés d'un clavier et d'une souris. Il aura suffi moins de 20 ans pour que les visiteurs du parc se lassent des dinosaures, qui ne les impressionnent guère plus derrière leurs écrans de téléphone. Alors le projet du parc est de lancer une nouvelle attraction, plus grande, plus grosse, plus spectaculaire, comme un studio nous pondrait un film plus grand, plus gros, plus spectaculaire. Un blockbuster digne de ce nom. Son aïeul, Jurassic Park, est clairement un film à effets spéciaux, et le premier à en présenter d'aussi beaux. Mais s'il était unique à sa sortie, le temps faisant, aujourd'hui des dizaines de films avec des effets spéciaux aussi, voire plus beaux, sortent chaque année sur nos écrans. Cette banalisation, voire ritualisation des effets spéciaux, les ont rendus caduques aux yeux des spectateurs que nous sommes, nous, en 2015, tout comme les spectateurs des années 50 se sont lassés du cinéma hollywoodien. Envoie l'intertitre. Putain, Snyder, Zack Snyder. J'ai cru être clair tout à l'heure, j'attendais de toi le silence radio. Tu fermes ta gueule. On reprend. Zack Snyder est un scénariste important. Putain, pas Zack, Blake. Tu me fais ta... Zack Snyder est un scénariste important des années 90 qui en 2005 publie les règles élémentaires à l'écriture d'un scénario. Dans cet ouvrage, il décrit les scénarios en 3 actes avec 15 événements pivots indispensables à l'histoire et qui correspondent tous à un groupe de pages déterminé, laissant peu de place à l'originalité ou à l'expérimentation. En fait, il n'invente rien puisqu'il se contente de recopier, de constater ce qui est déjà fait dans les films. Le livre de Snyder est devenu une référence, et c'est ce qui explique en partie le développement à outrance des blockbusters. Effectivement, pour Hollywood, l'usine à rêve, l'industrie hollywoodienne, c'est du blé facile. Et quiconque n'est pas tenté de faire du blé facile me jette la première pierre. Mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, Hollywood se retrouve dans l'impasse. J'ignore si c'était l'intention de Snyder que de créer un texte à trous, où le scénariste n'aurait plus qu'à remplir par le nom du personnage ou le bled où se passe l'histoire. Et personnellement, je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux que supputer sur les différents événements pivots. Mais il y a un événement dans chaque film qui m'a tout l'air d'en être un, c'est la scène de baiser. Cette scène de baiser, elle n'existe pas dans Jurassic Park. Pourtant, Jurassic Park reprend bien les 3 actes et certains des événements pivots qu'il passe au mixeur. Jurassic World, lui, semble tous les reprendre. Mais il les passe également au mixeur et ne tombe pas non plus dans cette fange de la simplicité. Outre le scénario, l'autre problème, c'est que lorsque le 12 juin 2013, à l'USC, University of South California, Spielberg et Lucas annoncent l'implosion du cinéma hollywoodien tel qu'on le connaît, la saison des blockbusters estivaux ne fait que commencer. Et cette saison fut particulièrement meurtrière puisque des films comme Lone Ranger ou After Earth n'ont pas engendré assez de bénéfices.
Ces échecs cuisants annoncent la fin d'Hollywood et comme le précise Andrew Stewart dans un article publié dans Variety à l'occasion de ce crash des blockbusters, Hollywood est une machine lente. En effet, les films qui ont échoué en 2013 étaient déjà en production en 2011, où Hollywood a déjà connu une baisse de régime. De même, les films qui sortiront en 2015 et 2016 étaient déjà en production en 2013. En 2013, Jurassic World est déjà lancé. Hollywood ne peut se retourner, faute de temps, c'est ce qui pousse Spielberg, Lucas, Stewart et tant d'autres à prédire la fin d'Hollywood. Une fin qui me paraît un petit peu exagérée. En effet, je tique. À les entendre parler, il n'y a qu'à Hollywood que le cinéma existe. Mais qu'en est-il du cinéma indépendant? Qu'en est-il de ces réalisateurs de New York, comme Woody Allen, ou d'Austin, comme Spike Lee? Qu'en est-il de ces jeunes réalisateurs indépendants qui, malgré un marché compliqué, parviennent à diffuser leurs films en salle? À vrai dire, Steven Spielberg ne les oublie pas vraiment en engageant Colin Trevorrow à la réalisation. Colin Trevorrow dénonce, avec Amanda Silver, Eric Jaffa, ses co-scénaristes, les problèmes du cinéma hollywoodien. Un cinéma où l'on fait des suites sans se soucier du confort du spectateur, où seul le profit compte. Le spectateur le sait, Hollywood lui pond des suites de films vieux de 20 piges et le spectateur y va. Il est même prêt à fustiger l'œuvre avant même qu'elle ne soit sortie au nom du « c'était mieux avant ». Et l'après-combat final expose cela. Après avoir difficilement arraché sa victoire contre les Dominus, le T-Rex, symbole de l'ancien, grimpe en haut de l'héliport et pousse un hurlement majestueux qui n'est pas sans rappeler celui du premier opus, comme pour signifier au spectateur, effectivement, c'était mieux avant. Mais avant cela, il y a le combat final. Pas génial. Pour vous livrer mon interprétation de cette séquence, il me faut revenir en arrière. Souvenez-vous, tout à l'heure je disais qu'on pouvait considérer Jaws comme le premier des blockbusters. En acceptant cela, il y a une scène qui a particulièrement attiré mon attention dans Jurassic World. On y voit un requin suspendu, avançant le long d'un câble, qui soudain se fait happer par une créature marine gigantesque, beaucoup plus imposante que ne l'était déjà le terrible Bruce à son époque. Comment ne pas voir là une allégorie, la créature marine représentant bien sûr le nouveau, et le requin, évidemment, l'ancien. Maintenant qu'on a considéré ça, allons-y. Dans ce combat final, l'ancien, incarné par le T-Rex, qui s'allie même exceptionnellement au Raptor, fait face au nouveau l'Indominus Rex. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en chie grave. Les deux, compères, T-Rex et Raptor, manquent même d'y passer. Car la subtilité, c'est que ce ne sont pas eux qui mettent fin au jour de l'hybride, sinon le mosasaure, allégorie du nouveau. J'y vois là un constat mitigé de la part de Trevorrow qui, par là, veut nous signifier qu'effectivement, l'ancien ne trouvera jamais plus vraiment sa place, même au travers des suites, et que le nouveau blockbuster finira complètement submergé par lui-même. C'est là mon interprétation des choses. Jurassic World est un film simple qui propose néanmoins une critique intéressante, malheureusement un peu trop dissimulée derrière le fait que c'est un blockbuster. Ces dernières années, les studios ont repris une force colossale, similaire au temps de l'âge d'or. Jurassic World a subi cette pression des studios à mon avis. Les studios veulent des films simples, efficaces et spectaculaires, avec donc un scénario simple comme on l'a vu, des effets spéciaux en voiture en voilà, qui demandent un certain temps de production, qui empêche donc Hollywood de se retourner au cas où un film ne fonctionne pas. Steven Spielberg et George Lucas annoncent la fin d'Hollywood, c'est à remettre en cause. Néanmoins, je voudrais poser la question et y répondre une dernière fois, ont-ils raison de prédire une fin aussi morbide? Personnellement, j'ai bon espoir, pas tant pour le blockbuster que pour tous ces gens qui travaillent à Hollywood. Je gage que tous ces avertissements participeront à la salvation du cinéma hollywoodien sous une forme ou sous une autre. Et si ce ne sont pas les studios qui se réveillent? J'espère que les exploitants de salles, que les gens qui travaillent à Hollywood prendront conscience du danger avant que les gens ne se lassent du blockbuster. D'autant que tout n'est pas perdu. Un film au budget modeste comme The Conjuring, qui répond en plus à la demande spectaculaire des studios, a engrangé pas mal de bénéfices malgré un réseau de salles très fermé à autre chose que les blockbusters, qui a même failli détruire le Lincoln de Spielberg. Et puis au final, cela ne change rien en Europe, où des films au budget non exorbitant comme Lincoln ou 12 Years a Slave rencontrent un certain public dans ce que le géant hollywoodien appelle l'outre-mer. Coupe.
qu'est-ce que... Bon, tu te doutes maintenant qu'on parle de toi. Je t'ai pas demandé de faire 15 000 trucs. Ton boulot, c'est 1. Aller me chercher un café quand j'en ai besoin. 2. Mettre la caméra en marche. Je t'ai jamais demandé de jacter comme tu l'as fait. Du coup, tu te doutes bien de la suite, hein. T'es viré. Vous pouvez pas me virer. C'est pas possible. Vous n'avez pas le pouvoir de me virer. Mais je sens que je vais me marrer là. T'as trouvé quelle excuse pour ça? Parce que je m'appelle Alban Latimer. Et que le gars qui est dans le burlingue là-haut, et qui vous refourgue chaque mois votre putain de paye, c'est mon oncle. Ok. J'imagine que je te reverrai au prochain tournage. C'est de bonne guerre. Du coup, comme l'autre connard a oublié, je tenais moi à vous remercier au nom de l'équipe que je représente moi-même puisque je suis le cadreur et l'ingé son. Vous remercier pour avoir regardé cette première vidéo et puis aussi vous faire remarquer qu'on a fait une vidéo sur Jurassic World sans mettre aucune fois la musique de John Williams. Du coup, je voudrais aussi remercier l'orchestre qui n'a pas été présent lors de cette session de tournage. Vous connaissez la chanson, ça fait longtemps que vous êtes sur internet, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter au studio TWR, mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et juste avant que vous partiez, parce que je sais que c'est le moment où les gens cliquent sur quitter, je voudrais vous signaler que les moustiques ne piquent pas sous l'eau. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça, c'est très très simple. En fait, parce que pour faire des dinosaures, il faut de l'ADN que l'on récolte dans les moustiques. Je vous laisse, moi, méditer là-dessus. Je vous invite à regarder pas mal de films et à bien vous amuser devant votre écran. Moi, je vais en mater un là-dessus. Hein, tiens, par exemple, Delicatessen, c'est pas mal ça, Delicatessen. Qu'est-ce que c'est? Oh merde. Oh putain. Oh putain.